Je suis assise ici dans ma cuisine, tenant ces documents qui ont tout bouleversé. Les papiers de la maison. La maison que mon fils Mathieu a achetée avec mes économies de toute une vie. Mes mains tremblent, pas de colère, mais d'une tristesse si profonde qu'elle me coupe le souffle. Je viens de découvrir quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. La porte de ma chambre est entr'ouverte et j'entends chaque mot de la conversation téléphonique que Mathieu a avec sa femme, Sandrine. Sa voix déborde d'enthousiasme, planifiant leur avenir. Notre avenir. Ou plutôt leur avenir. Oui, chérie, tout est réglé. Les documents sont arrivés, la maison est officiellement à nous. Je l'entends rire. Ta mère va être heureuse, Madame Bernier aura sa chambre avec vue sur le jardin, comme elle l'a toujours voulu. Mon cœur s'arrête. Madame Bernier, sa belle-mère, elle va vivre dans la maison que j'ai payée. Et moi? Et moi, Mathieu? Je murmure, sachant qu'il ne m'entend pas. Non, chérie, on en a déjà parlé. Maman va bien dans son appartement. En plus, tu sais comment elle trouve toujours à critiquer. C'est mieux comme ça. Plus paisible pour nous, les enfants, et ta mère. Une vraie famille. Une vraie famille. Ces mots me transpercent la poitrine comme des aiguilles glacées. Moi qui ai sacrifié toutes mes économies, qui ai vendu les bijoux de ma grand-mère, qui ai hypothéqué ma tranquillité financière pour qu'ils puissent avoir cette maison. Je ne fais pas partie de leur vraie famille. Je ferme les yeux et les souvenirs me submergent. Il y a 6 mois, Mathieu est venu avec son expression de chien battu. Il s'est assis à cette table et m'a expliqué son rêve. Maman, j'ai trouvé la maison parfaite. 3 chambres, un jardin pour les enfants, près de Villeurbanne. Mais j'ai besoin de ton aide. Il me faut 18 500 euros pour l'apport. Je te promets de te rembourser dans 2 ans. Et bien sûr, tu auras toujours ta place chez nous. Tu auras toujours ta place chez nous. Je m'en souviens parce que je les ai notés dans mon journal. J'étais si excitée que je n'arrivais pas à dormir. Enfin, j'allais avoir une place, un foyer où vieillir, entouré de mes petits-enfants, de repas en famille. Mathieu, chéri, tu as parlé à ta mère des plans. La voix de Sandrine tranche le téléphone comme un couteau. Quels plans, chéri? Les plans. Que ce n'est pas elle qui va vivre avec nous, que la maison est juste pour nous 3 adultes et les enfants. Tu sais, ma mère a besoin de sa tranquillité. Et on a déjà parlé du fait que ta mère peut être difficile à vivre. Difficile à vivre. Moi qui ai vécu 69 ans sans déranger personne, qui ai élevé cet homme toute seule après que son père nous ait quittés, qui ai travaillé en double équipe pour payer ses études, qui n'ai jamais rien demandé en retour. Je suis difficile à vivre. Non, je ne lui ai pas encore dit, répond Mathieu. Je pensais qu'on pourrait en parler après le déménagement. Tu sais comment elle réagit quand les choses changent? Tu sais comment elle réagit. Il parle de moi comme si j'étais une enfant difficile, pas la femme qui leur donne l'opportunité d'avoir cette maison. Je me lève de ma chaise en silence et marche vers la fenêtre. Dehors, il pleut. Les gouttes glissent sur la vitre comme les larmes que je refuse de laisser couler. 25 ans à travailler comme employé de bureau dans cet endroit morne. 25 ans à économiser chaque euro, à me priver de petits plaisirs, à acheter mes vêtements en solde, à préparer mon déjeuner. Tout cela pour avoir quelque chose à laisser à mon fils, pour avoir de la sécurité dans ma vieillesse, pour ne pas être un fardeau. Et maintenant, il s'avère que je suis un fardeau de toute façon. Chérie, je pense qu'on doit commencer à réfléchir à comment on va lui dire. Peut-être qu'on pourrait lui suggérer de trouver un appartement plus petit, quelque chose de plus adapté à ses besoins. Tu sais, quelque chose de plus abordable. La voix de Sandrine sonne si naturelle, si pratique, comme si elle discutait simplement de ce qu'il faut préparer pour le dîner. Quelque chose de plus abordable. Maintenant qu'ils ont mes 18 500 euros, maintenant qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, il est temps pour moi de trouver quelque chose de plus abordable, quelque chose de plus adapté à mes besoins. Comme si mes besoins n'incluaient pas l'amour et la compagnie de ma seule famille. Le téléphone se tait et j'entends les pas de Mathieu venant vers la cuisine. Je m'assois rapidement et fais semblant de regarder la facture d'électricité, comme si je n'avais rien entendu, comme si mon monde ne venait pas de s'écrouler ces 10 dernières minutes. Salut maman, comment ça va? Sa voix est normale, affectueuse, comme s'il n'avait pas juste fini de planifier de m'exclure de la vie que j'ai aidé à financer. Ça va, mon fils? Les papiers de la maison sont en ordre? Oui, parfait. Tout est réglé. On va pouvoir emménager bientôt et commencer un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre pour lui, pour Sandrine, pour Madame Bernier et pour ses enfants. Un nouveau chapitre où je n'existe pas. C'est bien, mon fils, dis-je, ma voix calme et contrôlée. Je suis heureuse pour toi. Il sourit et se penche pour embrasser mon front, comme il le fait toujours. Ce geste qui autrefois me remplissait de tendresse me semble maintenant une moquerie, comme le baiser de Judas. Merci pour tout, maman. Tu sais que ça n'aurait pas été possible sans toi. Sans moi. Mais aussi sans moi à l'avenir. Quelle ironie. Quand il part, je suis de nouveau seule avec ses papiers dans mes mains. Les documents certifient que mon fils possède maintenant une maison de 140 000 euros, dont 18 500 proviennent de mes économies. Une maison où sa belle-mère aura la chambre avec vue sur le jardin dont j'avais rêvé pour moi-même. Je plie soigneusement les papiers et les range dans le tiroir de la cuisine. Le même tiroir où je garde les factures, les ordonnances médicales, et maintenant, semble-t-il, ma dignité perdue. Mais quelque chose change en moi, quelque chose de froid et de clair, comme l'eau qui coule sur la vitre.
Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas envie de pleurer. J'ai envie d'agir. Cette nuit-là, je ne peux pas dormir. Je reste éveillée, fixant le plafond, pensant à toutes les fois où j'aurais dû voir les signes. Toutes les fois où Mathieu et Sandrine m'ont traité comme si j'étais invisible. Mais je justifiais cela en me disant qu'ils étaient simplement occupés avec leur vie. Toutes les fois où ils ont emprunté de l'argent et n'ont jamais remboursé un seul euro. Mais j'appelais cela aider la famille. Je me lève à 5 heures du matin, comme d'habitude, mais cette fois ce n'est pas par habitude. C'est parce que j'ai des choses à faire, des choses importantes qui ne peuvent pas attendre. Je prépare mon café en silence et m'assois à la table de cuisine avec mon vieux carnet. C'est là où je note habituellement mes dépenses mensuelles, mais aujourd'hui je vais écrire quelque chose de différent. Je vais faire une liste de tout l'argent que j'ai donné à Mathieu au cours des 5 dernières années. Chaque prêt, chaque petit coup de main, chaque urgence qui n'a jamais été remboursée. La liste grandit. 2 000 € pour la voiture, 700 pour la transmission, 900 pour l'école des enfants, 600 pour le dentiste de Sandrine, 2 800 pour les dettes, 400 ici, 300 là, et les 18 500 pour la maison. Total, 44 700 € en 5 ans. 44 700 € économisés depuis mes 18 ans, en refusant les vacances, en achetant la marque la moins chère, en utilisant le même sac 10 ans. 44 700 €. Pourquoi? Pour des visites dominicales obligatoires où je m'assois dans un coin pendant qu'ils parlent de leur vie. Pour des petits-enfants qui me connaissent à peine parce que mamie Colette est si ennuyeuse. Pour être exclu des anniversaires, des graduations et des dîners de famille parce que on ne veut pas te déranger, maman. On sait que tu n'aimes pas sortir. Je ferme le carnet et marche vers ma chambre. J'ouvre l'armoire et sors la boîte à chaussures où je garde tous mes documents importants. Acte de naissance, mon testament, police d'assurance, relevé bancaire. Tout ce qui certifie mon existence légale et financière. J'ai rédigé mon testament il y a 3 ans, quand j'ai eu 66 ans. Dedans, Mathieu hérite de tout. Mon appartement, mes économies, mon assurance vie, même les bijoux de ma grand-mère conservés dans le coffre à la banque. Tout pour lui parce qu'il est mon seul fils, ma seule famille, ma raison de vivre. Quelle naïve j'étais. Il est 7 heures du matin quand mon téléphone sonne. C'est Mathieu. Salut maman, comment tu vas ce matin? Je vais bien, mon fils, dis-je, ma voix sonnant normale, mais à l'intérieur j'ai l'impression qu'une autre personne parle. Tu as besoin de quelque chose? Eh bien oui, Sandrine et moi avons parlé hier soir et on se demandait si tu pourrais nous aider avec une petite chose. Tu sais, avec le déménagement, il y a des dépenses supplémentaires qu'on n'avait pas prévues. Plus d'argent, c'est toujours plus d'argent. Combien tu as besoin? Juste 2 800 € maman. Pour les déménageurs, quelques meubles. On a besoin de peinture pour les chambres, tu sais, juste pour rendre la maison parfaite pour quand on emménage la semaine prochaine. La semaine prochaine? Il déménage la semaine prochaine. Et il ne m'avait même pas dit quand. Il ne m'avait même pas invité à voir la maison que j'ai payée. Mathieu, je peux te poser une question? Bien sûr, maman, tout ce que tu veux. Quand est-ce que je pourrais voir la maison? Silence. Un silence si long que pendant un moment, je pense que l'appel a été coupé. Eh bien, maman, la maison a encore quelques petits travaux en cours. Quand tout sera prêt, on t'emmènera la voir. Tu ne veux pas la voir tout en désordre, n'est-ce pas? Et quand est-ce que je vais emménager avec vous? Un autre silence, encore plus long. Maman, à ce sujet, Sandrine et moi avons parlé et on pense que peut-être ce serait mieux pour toi de rester dans ton appartement pour l'instant. Tu sais, jusqu'à ce qu'on voit comment on s'adapte à la nouvelle maison. Les enfants vont être nerveux avec le changement. Et Sandrine est stressée avec son nouveau travail. Son nouveau travail? Oui, je ne te l'ai pas dit. Elle a obtenu un poste dans un cabinet comptable. Ils vont la payer très bien, presque 1 800 € par mois. 1 800 € par mois. Sandrine gagne maintenant 1 800 € par mois, mais ils ont encore besoin de mes 2 800 € pour le déménagement. Mes 2 800 € que je devrais prendre de mes économies, alors que je vis avec une pension de 650 € par mois. Mathieu, dis-je à nouveau, j'ai besoin de réfléchir aux 2 800 €. Réfléchir, maman? Tu n'as jamais eu besoin de réfléchir avant quand je te demandais de l'aide. Tout va bien? Non, mon fils. Rien ne va bien. Rien ne va bien depuis des années, mais j'étais trop aveuglée par l'amour pour le voir. Tout va bien, mon fils. J'ai juste besoin de vérifier mes comptes. Je te rappellerai dans quelques jours. Dans quelques jours? Mais maman, on a besoin de l'argent pour demain. Les déménageurs veulent un acompte de 50%. Et je te rappellerai dans quelques jours, Mathieu. Je raccroche avant qu'il puisse répondre. Mes mains tremblent. Mais ce n'est pas de peur, c'est autre chose. C'est de la détermination. Je marche vers mon vieil ordinateur, celui que Mathieu m'a aidé à installer il y a 2 ans, pour que tu ne te sentes pas si seule, maman. Je l'allume et attends patiemment qu'il se charge. Je ne suis pas excellente avec la technologie, mais je connais les bases. Je sais comment me connecter à mon compte bancaire en ligne. Voilà mes économies. Après lui avoir donné les 18 500 € pour la maison, il me reste exactement 2100 €. 200 € entre moi et la désolation totale.
entre moi et dépendre complètement d'un fils qui planifie de m'exclure de sa vie dès qu'il sera installé dans sa nouvelle maison. Je prends mon téléphone et compose le numéro de la banque. Bonjour BNP Paribas. Bonjour, j'ai besoin de faire des changements sur mon compte d'épargne. Après avoir donné mes informations, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années. Le contrôle. Je veux retirer mon fils comme bénéficiaire autorisé et annuler sa carte de débit. Je comprends. Y a-t-il une raison? Des changements familiaux. Très bien, Madame Moreau. Autre chose? Oui. Mes options pour modifier mon testament. Nous avons des notaires non spécialisés. Je vous envoie les informations. Quand je raccroche, je me sens différente, comme si j'avais fait le premier pas vers quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne comprends pas encore complètement, mais dont je sais que j'ai besoin. Mon téléphone sonne à nouveau. C'est Mathieu, bien sûr. Maman, on a été coupé? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas été coupé, mon fils. Je t'ai dit que je te rappellerai dans quelques jours. Mais maman, j'ai besoin de savoir si tu vas m'aider avec les 2 800 euros. Les déménageurs me pressent déjà. Et Mathieu, t'es-tu déjà demandé si j'avais besoin d'aide avec quoi que ce soit? Quoi? De quoi tu parles, maman? Je m'inquiète pour toi. Tu te sens bien? J'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Du temps pour réfléchir? Maman, je demande seulement 2 800 euros. Tu m'as toujours aidé. C'est vrai, mais quand m'as-tu aidé? Je t'appellerai quand j'aurai une réponse, Mathieu. Maman, sérieusement, tu me fais peur. Tu n'as jamais été comme ça. Je n'ai jamais été comme ça parce que je n'ai jamais vu aussi clairement. Passe une bonne journée, mon fils. Je raccroche et éteins mon téléphone. Je m'assois dans mon salon, pour la première fois depuis des années. Ce silence ne fait pas mal, c'est un silence plein de possibilités. Je regarde mes mains de 69 ans, et je me promets quelque chose. Elles ne donneront plus un seul euro sans recevoir du respect en retour. Quand je raccroche, je me sens différente, comme si j'avais fait le premier pas vers quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne comprends pas encore complètement, mais dont je sais que j'ai besoin. Au cours des 3 jours suivants, mon téléphone ne cesse de sonner. Mathieu m'appelle toutes les 2 heures, puis Sandrine se joint à lui. Ensuite, même les enfants me laissent des messages vocaux, demandant pourquoi je ne réponds pas. Mais je garde le téléphone éteint. J'ai besoin de ce silence pour penser, pour planifier, pour vraiment comprendre la situation dans laquelle je me trouve. Mercredi matin, je décide d'allumer le téléphone juste pour vérifier les messages. Il y a 27 appels manqués et 15 messages textes. Je les lis un par un et chaque message confirme que je prends la bonne décision. Maman, je m'inquiète, appelle-moi s'il te plaît. Mathieu, 7h30, mardi. Colette, c'est Sandrine. Mathieu est vraiment nerveux. Tout va bien? 11h15, mardi. Maman, les déménageurs ont besoin de l'argent aujourd'hui. Je ne peux plus attendre. Mathieu, 14h45, mardi. Si tu ne m'appelles pas aujourd'hui, je viens à ton appartement. Mathieu, 20h20, mardi. Mamie, papa dit que tu es malade. Ça va? Mon petit-fils Lucas, 8 ans. Mon petit-fils me demande si je vais bien parce que son père lui a dit que je suis malade. Parce que pour Mathieu, la seule explication à mon refus de lui donner immédiatement de l'argent était que je dois être malade. Mais le message qui me blesse le plus et qui en même temps me donne le plus de clarté est le dernier, envoyé tôt ce matin. Maman, si c'est à propos de la maison, on peut en parler. Peut-être qu'on peut trouver une solution pour que tu aies ton espace aussi. Mais j'ai besoin que tu m'aides avec le déménagement d'abord. Après, on arrangera le reste. Mathieu, 6h30, ce matin. Après, on arrangera le reste. Le reste, c'est moi. Ma place dans leur vie, mon droit d'être dans la maison que j'ai financée, ma dignité de mère et de personne. Tout cela est le reste qui peut être arrangé plus tard, une fois qu'il aura obtenu ce dont il a besoin. Je m'habille soigneusement, je me coiffe et je mets un peu de maquillage. Aujourd'hui, je sors et j'ai plusieurs rendez-vous importants. Le premier est à la banque à 10 heures du matin. Je marche les 6 pâtés de maison jusqu'à la banque, profitant de l'air frais. Je n'avais pas réalisé combien la marche me manquait. Marcher sans me presser, sans penser aux besoins constants des autres, juste concentré sur mes propres pensées et projets. À la banque, Madame Anderson, la même femme qui m'a aidée au téléphone, m'accueille. C'est une femme de mon âge, élégante et professionnelle. Bonjour Madame Moreau, comment vous sentez-vous après les changements que nous avons effectués sur votre compte? Je me sens très bien, merci. Je suis venue aujourd'hui parce que je veux faire quelques changements supplémentaires. Certainement. En quoi puis-je vous aider? Je veux ouvrir un nouveau compte d'épargne complètement séparé de mon compte actuel et je veux transférer 9 000 euros de mon compte principal vers ce nouveau compte. Une raison particulière? Disons que je veux avoir un meilleur contrôle de mes finances personnelles. Madame Anderson hoche la tête avec compréhension. Elle a probablement vu des cas similaires auparavant. Des femmes plus âgées qui doivent protéger leurs économies de membres de la famille qui les voient comme une ressource illimitée. Une excellente décision, Madame Moreau. Ce nouveau compte aura une carte de débit séparée et des relevés qui peuvent être envoyés à une adresse différente si vous le souhaitez. Oui, s'il vous plaît, vous pouvez envoyer les relevés à une boîte postale. Bien sûr.
Je recommande également que vous envisagiez un certificat de dépôt pour une partie de ces fonds. Les intérêts sont meilleurs et l'argent sera plus sécurisé. Je quitte la banque en me sentant plus tranquille. 9 000 € sont maintenant dans un compte que moi seul connais. De l'argent que Mathieu ne sait pas qui existe. De l'argent qu'il ne peut pas me demander d'emprunter. De l'argent qui me garantit un avenir plus sécurisé. Mon deuxième rendez-vous est à midi au cabinet du notaire que la banque m'a recommandé. Maître Bernard a un petit bureau bien rangé et m'accueille avec la patience de quelqu'un qui comprend que pour les personnes âgées, les questions juridiques peuvent être intimidantes. Madame Moreau, je comprends que vous souhaitez réviser votre testament actuel. Oui, maître, je veux faire des changements importants. Je lui explique ma situation de manière objective, sans drame. Je lui parle des 44 700 €, de la maison, des projets de Mathieu, de m'exclure de sa nouvelle vie après avoir utilisé mon argent. Maître Bernard écoute sans m'interrompre, prenant des notes occasionnellement. Madame Moreau, malheureusement, votre cas n'est pas unique. Je vois des situations similaires fréquemment. Quel changement spécifique voulez-vous apporter à votre testament? Je veux que mon héritage soit divisé différemment. Une partie pour Mathieu, mais je veux aussi laisser de l'argent à des associations caritatives, surtout celles qui aident les femmes âgées en situation de vulnérabilité. Avez-vous des organisations spécifiques en tête? Non, pas encore. Pourriez-vous m'aider à rechercher des options? Bien sûr. Je suggère également que nous envisagions de mettre certaines conditions sur l'héritage de votre fils. Quel genre de conditions? Par exemple, qu'il ne puisse recevoir sa part que s'il remplit certains engagements envers vous de votre vivant. Soins médicaux, visites régulières, inclusion dans les décisions familiales importantes. L'idée est intrigante, mais aussi triste. Est-ce ainsi que les relations familiales doivent fonctionner? Avec des contrats juridiques qui forcent les enfants à aimer et respecter leurs parents? Laissez-moi y réfléchir, maître. Bien sûr. En attendant, je préparerai un projet avec quelques changements de base. La semaine prochaine vous convient pour nous revoir? Oui, parfait. Quand je sors du cabinet du notaire, il est 14 heures et j'ai faim. Mais au lieu de rentrer chez moi pour me faire un sandwich, comme je le fais toujours, je décide de faire quelque chose de différent. J'entre dans une petite brasserie et m'assois à une table près de la fenêtre. Je n'avais pas mangé seule au restaurant depuis des années. Chaque fois que je sortais manger, c'était avec Mathieu et sa famille, et j'étais toujours celle qui payait. Aujourd'hui, je commande exactement ce dont j'ai envie. Un pavé de saumon poêlé avec des légumes de saison et un verre de vin blanc d'Alsace. Le serveur me sourit avec gentillesse quand je commande. Il ne me traite pas comme une vieille femme dérangeante. Il me traite comme une cliente respectée. Le total est de 32 €, de l'argent qui auparavant m'aurait semblé une dépense inutile. Aujourd'hui, cela ressemble à un investissement dans mon propre bonheur, dans ma propre valeur. Pendant que je mange lentement, savourant chaque bouchée, je regarde les gens qui passent dans la rue. De jeunes couples se tenant la main, riant ensemble. Des mères poussant des poussettes, parlant à leur bébé avec tendresse. Des personnes âgées marchant avec des cannes, mais d'un pas déterminé, comme si elles savaient exactement où elles allaient. La vie normale. Des gens normaux vivant leur vie normale. Personne ne les juge, personne ne leur dit qu'ils sont égoïstes pour prendre soin d'eux-mêmes. Et je réalise quelque chose de profond. Je peux avoir une vie normale aussi. Une vie où mes décisions ne dépendent pas des besoins constants des autres. Une vie où je compte autant que n'importe qui d'autre. J'ai passé tant d'années à me sentir coupable chaque fois que je dépensais de l'argent pour moi. Maintenant, assise dans cette brasserie, mangeant ce délicieux repas, je ne ressens aucune culpabilité, seulement de la paix. Mon téléphone vibre, c'est un message de Mathieu. Maman, je n'en peux plus. Je viens à ton appartement à 16 heures, on doit parler. Je regarde l'heure. Il est 15h15. J'ai 45 minutes pour rentrer chez moi et me préparer pour une conversation que je sais sera difficile. Mais pour la première fois, je n'ai pas peur. Je ressens quelque chose comme de la curiosité. Je paie mon addition, laisse un pourboire généreux et sors de la brasserie. Le soleil brille et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression qu'il brille aussi pour moi. Pendant que je marche vers chez moi, je pense à ce que je vais dire à Mathieu. Je ne vais pas lui crier dessus, je ne vais pas lui jeter ses erreurs à la figure, je ne vais pas faire de scène, je vais simplement lui dire la vérité. Je vais expliquer que j'ai pris des décisions concernant ma vie et mon argent et que ces décisions sont définitives. J'arrive à mon appartement à 15h50. J'ai 10 minutes pour me préparer mentalement et émotionnellement à ce qui va arriver. Je m'assieds dans mon fauteuil préféré, celui près de la fenêtre, et j'attends. Pas avec anxiété, mais avec le calme de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il va faire. À 16 heures précises, j'entends des pas dans le couloir, puis des coups à ma porte. Ferme, insistant, impatient. Les coups de quelqu'un qui est habitué à ce qu'on lui ouvre immédiatement, à ce que ses besoins soient satisfaits sans délai. Je me lève lentement, je lisse ma jupe et je marche vers la porte. Avant de l'ouvrir, je prends une profonde respiration et me rappelle, c'est ma maison, c'est mon argent, c'est ma vie. Et pour la première fois depuis des années, je vais agir en conséquence. J'ouvre la porte, Mathieu est là. Mais il n'est pas seul.
Sandrine se tient derrière lui avec une expression que je connais bien, le visage qu'elle fait quand elle veut obtenir quelque chose, mais prétend qu'elle s'inquiète pour mon bien-être. Ils me regardent tous les deux comme si j'étais une enfant perdue qu'ils ont enfin retrouvée. Maman, Dieu merci, tu vas bien. On était tellement inquiets. Mathieu commence à tendre les bras pour une étreinte, mais il y a quelque chose de forcé dans son geste. Pourquoi tu ne répondais pas au téléphone? Tu sais à quel point tu nous as stressés? Bonjour Sandrine, dis-je, et elle hoche simplement la tête. Je ne suis pas une enfant, Mathieu. Tu m'as causé plus de stress ces 3 derniers jours que je ne t'en ai jamais causé. Maman, de quoi tu parles? On est une famille. On doit pouvoir parler des choses. Parler des choses? Je sens ma voix devenir plus forte malgré moi. Vous avez parlé de moi, mais jamais avec moi. Vous avez discuté de comment j'étais difficile à vivre, de comment vous alliez me mettre dans un appartement plus abordable. Vous avez planifié mon exclusion en utilisant l'argent que je vous ai donné pour construire votre vraie famille. Vous avez parlé de moi comme si j'étais un fardeau à gérer, un problème compliqué qui nécessitait une solution pratique. Pas votre mère, pas la femme qui a sacrifié tout pour vous, juste un obstacle. Le visage de Mathieu devient d'une pâleur mortelle. Il jette un coup d'œil désespéré à Sandrine, qui semble horrifiée par mes paroles. Peut-être réalise-t-il pour la première fois l'impact réel de leurs actions. Maman, ce n'est pas ce qui s'est passé. On essayait juste de quoi? Je l'interromps. D'être pratique? Juste en train de planifier votre vie confortable pendant que vous utilisiez mon argent? Les 18 500 euros, Mathieu, les 44 700 euros que je t'ai donnés au cours des 5 dernières années, chaque euro gagné avec mes propres mains, chaque euro économisé en me privant de tout. Tu pensais que c'était un puits sans fond? Tu pensais que mon amour pour toi, mon sacrifice constant, c'était juste une transaction gratuite? Quelque chose que tu pouvais exploiter sans jamais rien donner en retour? Maman, s'il te plaît, je suis tellement désolée. Je sais qu'on a fait une erreur. Sandrine et moi avons parlé et on a changé d'avis. On veut que tu vives avec nous. On va faire en sorte que ça marche, je te le promets. Non, vous ne le ferez pas, dis-je calmement. Vous ne le ferez pas parce que vous voulez seulement que je vive avec vous maintenant que vous pensez que vous pourriez perdre quelque chose. Vous ne me voulez pas parce que vous m'aimez, vous me voulez parce que vous avez peur de perdre l'accès à moi. Mais vous m'avez déjà perdu, mon fils. Vous m'avez perdu quand vous avez décidé que je ne faisais pas partie de votre vraie famille. Il commence à pleurer, de gros sanglots. Et Sandrine essaie de le réconforter. Maman, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je le dis-je fermement. Et je dis autre chose. Je ne suis plus la banque de Colette. Je ne suis pas une ressource financière que tu peux exploiter quand tu en as besoin. Les 2 800 euros dont tu as besoin pour ton déménagement, tu peux les trouver ailleurs parce que tu n'obtiendras pas un centime de moi. Pas maintenant. Pas jamais. Mathieu me regarde, son visage taché de larmes, et l'expression de chien battu a disparu, remplacée par un regard de choc et de douleur authentique. Il avait toujours tenu mon amour et mon argent pour acquis, et maintenant il voyait pour la première fois que mon puits n'était pas sans fond. J'ai besoin que vous partiez maintenant, dis-je, ma voix tremblant légèrement mais restant ferme. Maman, s'il te plaît, parlons, supplie Mathieu. Nous avons parlé, Mathieu, pendant 69 ans, et maintenant j'en ai fini. Il reste là un moment, puis lui et Sandrine se retournent et s'en vont. Je ferme la porte et m'appuie contre elle, mes jambes faibles. Je suis épuisée, mais je ne me suis jamais sentie aussi vivante. Je marche vers mon fauteuil et m'assois. J'ai été tellement concentrée sur les autres pendant si longtemps que je ne savais même plus ce dont j'avais besoin pour moi-même. J'ai donné et donné et donné. Je t'ai pardonné de m'avoir maltraitée et je me suis pardonné de t'avoir laissé me maltraiter. Le pardon n'efface pas les conséquences. La confiance se construit avec des actions, pas avec des mots. Quand ils sont partis, je reste longtemps près de la fenêtre. Je ne sais pas si Mathieu va vraiment changer. Je ne sais pas s'il parviendra à passer une année entière sans me demander d'argent. Je ne sais pas si nous pourrons un jour construire une vraie relation. Mais je sais une chose. Je n'ai plus peur d'être seule. Je n'ai plus peur de dire non. Je n'ai plus peur de défendre ma propre dignité. Je prends mon téléphone et compose le numéro de Geneviève. Salut ma belle, comment s'est passée ta journée? Intéressante. Mathieu est venu me voir. Et comment ça s'est passé? Différent. Peut-être qu'il y a de l'espoir après tout. J'en suis contente. Quels sont tes plans pour cet après-midi? Je pensais aller au parc, peut-être m'asseoir et lire sous ce grand arbre que j'aime. Tu veux de la compagnie? J'adorerais. Pendant que je me prépare à sortir, je me regarde dans le miroir du couloir. Je vois une femme de 69 ans qui a appris trop tard que sa propre valeur ne se mesure pas à ce qu'elle peut donner aux autres. Une femme qui a trouvé le courage de reprendre sa vie en main. Et pour la première fois, depuis très très longtemps, je souris.